Yorana, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode des Curious Buzz, épisode 6 du podcast de l'entrepreneuriat en Polynésie, mais qui diffuse à l'échelle planétaire, soyons ambitieux, allons-y, qui vous permet de découvrir des entrepreneurs, hommes et femmes du Fénois qui font bouger les choses et qui partagent leur expérience avec vous pour vous permettre, si vous avez envie de vous lancer ou tout simplement vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, de réfléchir sur l'expérience en elle-même de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on vous ramène sur les bancs de l'école. Alors pas de l'école publique, pas de l'école normale, mais une école très spéciale et innovante qui va vous permettre d'apprendre le tahitien, cette magnifique langue qu'on adore écouter mais qu'on aimerait tous pouvoir parler. N'hésitez plus, aujourd'hui ce rêve est possible grâce à Heyura qui nous accueille gentiment dans son école, dans ses locaux, situé en plein cœur de Papeete, la capitale de Tahiti. Heyura, bienvenue. Yorana, merci Philippe de m'accueillir dans ce podcast. Alors, merci de nous accueillir toi dans tes bureaux. Est-ce que rapidement, pour ceux qui nous écoutent, tu peux nous décrire un petit peu l'ambiance de Speak Tahiti, Pro Tahiti, ton entreprise? Ok, alors l'ambiance, il me semble qu'elle est plutôt conviviale. Déjà quand on vient à Speak Tahiti, c'est comme une maison. Les gens, que ce soit d'ailleurs tous ceux qui ont pu venir chez nous à Speak Tahiti le disent, on se sent comme chez soi. Et c'est le but, c'est-à-dire que on est accueillis, les gens, il y a toujours de quoi manger et boire, ce qui est très important. Oui, c'est vrai, je le confirme, j'ai du café. Et on aime cet esprit un peu cocooning, familial pour venir apprendre, parce que cette langue-là, donc elle est dans le cadre de... je dirais pas forcément une école parce qu'on est organisme de formation, mais on vient apprendre chez nous. Et pour moi, cette langue-là, elle se vit aussi en famille surtout. Mais quand on n'a pas la chance d'avoir un grand-parent, une tante ou une sœur avec qui parler cette langue et apprendre cette langue, on peut notamment venir ici. Je dis notamment parce qu'on n'est pas les seuls à proposer une formation de langue en langue tahitienne, d'apprentissage en langue tahitienne. Donc, Speak Tahiti, Pro Tahiti, ça fait plus d'1 an qu'on existe. Je dis on parce que même si je suis celle qui gère l'entreprise, je ne suis pas toute seule. Aujourd'hui, notamment, j'ai de la chance d'avoir une collaboratrice, Magnolia Choswa Liao, qui m'aide et qui m'assiste dans toute la partie très prenante de la planification, mais aussi de la réalisation de contenu. Parce qu'en fait, donc Speak Tahiti, c'est quoi? C'est une formule, une méthode où on apprend via donc, des cours en présentiel avec un professeur de Réo, via aussi des vidéos, donc une partie digitale, où avant chaque cours, en fait, on reçoit une vidéo qui est un peu une sorte de mise en bouche pour apprendre la thématique qu'on va apprendre en présentiel. Et surtout, Speak Tahiti, Pro Tahiti, ce sont des immersions. Donc des immersions avec des partenaires, je peux les citer. Vas-y. Donc on a notamment. On n'est pas du service public, donc on peut y aller. En fait, j'adore les citer parce qu'ils ont vraiment cru dès le départ à ce projet-là. Donc moi, mes partenaires sont donc Arioy, avec qui on fait notamment une visite au musée de Tahiti et des îles. Et merci au musée aussi de nous permettre de faire ça. Donc une visite du musée et où on va fabriquer soi-même son tapa. Tout ça en Rio Tahiti, avec un autre partenaire aussi, Tahiti Choir School, même si on ne chante pas bien, et on vient donc apprendre à chanter en chorale, avec Kere Kere, donc, qui propose une fabrication artisanale du café, et enfin avec l'école de pirogue à voile traditionnelle sur Aroué, avec qui donc, on va faire une vraie traversée, une vraie navigation, c'est-à-dire qu'on part de Aroué et on va jusqu'à la pointe Vénus. Et en fait, tous ces apprentissages-là se font en Rio. C'est-à-dire, on part du principe que un atelier comme on peut faire habituellement, fabriquer soi-même son café, par exemple, au lieu de le faire en français, on le fait en tahitien. Donc voilà, c'est un peu la connexion entre toutes ces personnes-là qui ont permis, toutes ces collaborations-là qui permettent aujourd'hui de proposer cette méthode-là, dite innovante, entre guillemets, d'apprentissage de la langue. Voilà. Alors, du coup, tu as répondu à la question qui suivait, qui était de présenter le projet, donc c'est très bien, on avance là-dessus. Mais alors justement, ce que je trouve très intéressant dans ce projet,
c'est que le tahitien est une langue qui n'est pas une langue de l'écrit, c'est une langue du parler, donc c'est une langue qui se fait au travers du contact, de l'échange, qui en plus est une langue qui utilise beaucoup de métaphores, beaucoup d'images. Donc finalement, moi, ce qui me plaît dans ce projet, c'est véritablement le fait d'aller sur place pour comprendre les histoires, pour comprendre le contexte. Parce que je me souviens des cours de tahitien que j'avais pris il y a quelques années, où le professeur me présentait plusieurs mots pour dire la même chose en français. Et je disais, mais comment on sait quel mot utiliser? Il me disait, mais ça dépend du contexte. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'homonymes. Voilà, il y a beaucoup d'homonymes, il y a beaucoup de subtilité. C'est un langage qui est très très subtil et c'est ça qui le rend magnifique. Mais du coup, dans une salle de classe, c'est très dur de comprendre ce contexte. Alors que toi, tu amènes les gens dans le contexte justement pour leur expliquer comment ça, bah voilà, quelle est la subtilité et comment cette subtilité s'applique. C'était un peu ça l'idée de départ. Ouais, c'est ça l'idée de départ. Après, j'ai de la chance, donc j'ai parlé des partenaires, mais j'ai aussi de la chance de collaborer avec des professeurs de Réo. Parce que moi, je suis pas certifiée, c'est-à-dire que j'ai, comme toi, pris des cours. Depuis toute petite, j'ai grandi aussi dans un environnement où on parlait le Réo, mais j'ai aussi des professeurs qui soit enseignent déjà en collège, en lycée, à l'université, à l'ICEP ou dans d'autres instituts, et sont patentés, on va dire, et donnent des cours dans plusieurs organismes, dont Speak Tahiti, Proprio Tahiti, pour revenir effectivement à cet aspect subtil de la langue, ou en tout cas difficile aussi, parce qu'effectivement il y a beaucoup d'homonymes et d'homophones. Moi, je trouve que ce qui est important, c'est vraiment de capter la pensée quand on peut. C'est un peu complexe à expliquer, mais moi, à partir du moment où j'ai compris qu'effectivement, il fallait arrêter de littéralement traduire une pensée française et essayer, voilà, simplement de dire les choses, simplement, et pas de manière simplée. Non, c'est simplement. En fait, c'est là où tu commences un peu à découvrir, en fait, comment, pour moi en tout cas, c'est comme ça que je peux parler de mon expérience. Comment est-ce qu'on arrive à formuler des phrases et à dire simplement les choses, et du coup, effectivement, pousser au-delà, c'est-à-dire que dans cette méthode-là, donc les gens prennent des cours, mais en fait, chaque cours est égal à un thème, une thématique. On commence toujours par la thématique Owe, c'est-à-dire qui es-tu, donc la thématique de la présentation. Et au fil du temps, en fait, tu as une thématique sur la famille, sur le ma'a, super important le ma'a, le ma'a, c'est la nourriture, sur l'emploi, sur la culture, sur la tradition. Donc en fait, apprendre le réo, oui, mais apprendre via des choses un peu concrètes aussi sur, oui, demain, en fait, ce dont tu as besoin, c'est pouvoir te présenter à l'autre, pouvoir demander à l'autre comment il est, qui il est, pouvoir aussi présenter voilà, son travail, qu'est-ce qu'on fait, pouvoir présenter, ça c'est hyper important, sa famille, proche, élargie, surtout ici, au Fénois. Donc c'était important dans la conception de la méthode aussi de se dire, ok, en fait au final, quand on apprend une langue, qu'est-ce qu'on veut dire en fait, qu'est-ce qui est important pour nous, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure a été construit, on va dire, la pédagogie et la méthode Speak Tahiti, Proprio Tahiti. Voilà. Okay. Alors, question justement pour revenir à ce que tu disais 2 minutes avant sur le fait que penser en français ne permet pas facilement de s'exprimer en tahitien, parce que ce sont deux expressions du monde très différentes finalement, ces deux langues. Il y en a une qui est très pragmatique, très rationnelle, qui est le français, et une autre qui est beaucoup plus métaphorique, imagée, qui a une vision du temps très différente. En quoi ça a été un challenge pour toi de créer une entreprise, c'est-à-dire avec une influence d'une culture européenne, pour aider les gens à apprendre cette langue-là? Comment tu as réussi à réconcilier ces deux mondes en fait, pour en faire une école d'apprentissage du tahitien en format entreprise? Ok. Bon, déjà, juste se revenir sur la question pragmatique du réo. Moi, je trouve qu'elle est carrément plus pragmatique que le français, mais bon, après, ça, c'est ma... C'est-à-dire que, justement, pour moi, on va plus droit au but, en fait. Et donc, on actionne vachement plus les choses, quoi, beaucoup plus vite. Pour la partie entrepreneuriat, c'est... Déjà, pour vraiment faire l'historique de Speak Tahiti, à la base, moi j'ai postulé à
À l'époque, j'étais avec deux copines, Mireille Buchin et Maëva Adené-Louvet. En fait, toutes les trois, on est mamans. Et toutes les trois, on avait envie voilà, de se dire, bon, le Réo Tahiti, c'est carrément important. Comment faire en sorte d'avoir plus de locuteurs? Qu'est-ce qu'on va pouvoir créer de plus que ce qui n'existe déjà, juste dans l'apprentissage? Et en fait, on a postulé à l'incubateur Prism. De la chambre de commerce. De la chambre de commerce, ouais, l'incubateur de start-up. Et on s'est dit, ok, comment faire aussi pour... de facto, là, déjà, on avait un problème, c'est on a de moins en moins de locuteurs. Comment faire pour répondre à ce problème-là et le faire différemment? Et directement, moi, en fait, donc moi, mon parcours, c'est vraiment un parcours de com. Moi, j'ai fait des études de communication, j'ai eu mon master il y a plus de 10 ans. Et j'ai vraiment mobilisé cet aspect-là de communication et de nouvelles technologies. Et comment insérer justement cette partie digitale, comment faire en sorte de créer un maximum de contenu, donc des vidéos, des sons, des jeux aujourd'hui. Et c'est vraiment toutes ces idées-là qui ont façonné l'envie d'entreprendre. Parce que c'est vrai que moi j'ai eu des réflexions en mode pourquoi tu veux entreprendre sur une langue et miser sur une langue qui de toute façon est amenée à disparaître. C'est un truc que je trouve terrible en fait, c'est de se dire qu'aujourd'hui, et c'est vraiment pour moi le serpent qui se mange la queue, c'est on part du principe qu'il y a moins de locuteurs, donc du coup on se dit c'est pas la peine soit de diffuser le réo, soit d'apprendre cette langue-là, et donc du coup ça nous amène à moins de locuteurs, etc., etc. Sauf qu'en fait, là, je vais parler vraiment en termes de marketing et de communication, la majorité, 90% des gens qui aujourd'hui apprennent cette langue sont des gens qui, ont entre 15 et 40, voire 50 ans, qui font partie justement de cette cible-là, fameuse cible que quand tu fais du marketing, qui t'intéresse parce que c'est une cible qui consomme, on va dire. Et pour moi, en fait, c'est hyper important de se dire qu'aujourd'hui, dans des grosses entreprises, et on intervient aujourd'hui dans ces entreprises-là, tu demandes à n'importe qui, tu veux apprendre le tahitien, mais il n'y a personne qui va dire, non, j'ai pas envie d'apprendre cette langue-là, j'ai pas envie d'apprendre ma langue. Donc en fait, quand on me dit, pourquoi tu mises sur une langue qui est amenée à disparaître, c'est pas ça le truc. Il faut se dire que cette langue-là, elle est super importante pour la majorité des gens, que moi je connais personne qui n'a pas envie d'apprendre cette langue-là, qu'au contraire c'est même une souffrance pour certains, pour la majorité, de ne pas savoir non seulement comprendre la langue, mais encore plus de ne pas savoir exprimer ses sentiments, de ne pas savoir parler cette langue. Donc voilà, tu vois, ce chemin-là, en fait, à la base, c'était pas forcément un cheminement entrepreneurial, c'était un cheminement personnel et juste d'observation. Autour de moi, j'avais plein de gens, et encore aujourd'hui, j'ai plein de gens qui ne savent pas, ne comprennent pas et ont envie d'apprendre. Donc ça, c'est comme ça qu'est arrivé Speak Tahiti dans ma tête, et aussi parce que je venais d'être maman et que je me disais, c'est important pour ma fille. Et aujourd'hui, tu vois, ma fille, tous les jours, elle me demande comment on dit ça. Je lui parle, mes parents lui parlent en réo. Et c'est hyper important de se dire que c'est possible. Oui, Speak Tahiti, donc c'est payant. Il y a toute une partie aussi où c'est gratuit. Donc on fait de la diffusion sur nos réseaux sociaux. Et ça, c'est une part à la communauté. Je vais appeler ça comme ça, où on donne gratuitement des leçons. Et force est de constater qu'une année après cette réflexion-là ou ces réflexions-là qu'on a pu me faire, et en fait, Speak Tahiti, ça fonctionne. C'est-à-dire que oui, c'est une méthode qui plaît, c'est une méthode où à la fin, en gros, quelqu'un qui a jamais vraiment parlé ou qui comprend pas le réo, à la fin de la méthode, au moins va capter les phrases, parce que souvent, peu importe la langue, quand on entend pour la première fois une langue étrangère, entre guillemets, tu captes pas les mots. Pour toi, la phrase, c'est un mot. Avec Speak Tahiti, on va faire en sorte que dans cette phrase-là, où il y a normalement 10 mots, tu vas capter les 10 mots. Et en plus, non seulement tu vas les identifier visuellement et auditivement, mais en plus, tu vas comprendre les mots. Donc ça, c'est pour ceux qui ont vraiment un niveau 0, 0,5, je veux dire. Et pour quelqu'un qui a grandi ou qui a déjà eu un bain linguistique ou a déjà des notions de réo,
souvent, et ça c'est le truc le plus beau que j'ai pu observer, c'est souvent la parole elle est libérée, c'est-à-dire c'est-à-dire que ça y est, c'est assez ouvert quoi. C'est que les gens enfin commencent à s'exprimer, enfin commencent à parler avec sa famille, avec ses collègues de boulot, parce que les cours, et ça je ne l'ai pas dit, sont faits en réo. C'est-à-dire que comme on apprend l'anglais en anglais, on apprend le réo en réo quoi. Donc voilà le truc entrepreneurial, comment c'est parti quoi. Est-ce que finalement, parce que la démarche de l'entrepreneur à la base, c'est de se dire je vois un problème, je vais proposer une solution. Et finalement, est-ce que l'entrepreneuriat n'est pas la solution, peut-être pas la solution, mais en tout cas une solution concrète pour justement éviter que la langue ne disparaisse? Puisque si on arrive à créer une entreprise et à faire du business, c'est qu'il y a une demande, c'est qu'on va servir cette demande et que du coup, derrière, on va peut-être apporter une solution à un problème que certains considèrent peut-être comme insoluble et de se dire, voilà, la langue disparaît. Oui, disons qu'à partir du moment où on se dit, non, mais ça sert à rien, on va rien faire, ou même on a envie, mais on le fait pas, parce qu'il y a aussi un autre truc ça, que j'aimerais partager avec toi, c'est qu'il y a un peu plus d'un an, les professeurs et ceux qui géraient notamment et qui gèrent encore aujourd'hui la licence et en Rio m'ont demandé de venir parce que effectivement à l'université, ouais. À l'UPF, parce que c'était la première fois qu'il y avait vraiment une entreprise qui s'était créée autour et que le cœur de l'entreprise c'était la langue. Et donc quand je suis venue, j'ai eu quand même des retours négatifs d'étudiants qui me disaient oui mais tu es en train de vendre notre langue, ouais. Tu es en train de vendre du coup notre culture. Et à ça j'ai répondu. Vraie question au final. Ah oui, et à ça, du coup, et j'étais hyper contente d'avoir cette question-là, parce que c'était pas une attaque en plus, tu vois, et, de toute façon, moi, je prends pas ce genre de choses comme une attaque, et moi, j'ai répondu deux choses. Déjà, j'ai répondu une chose, parce que, bon, actuellement, c'est un peu compliqué, mais on voyage plus trop ailleurs, mais moi, j'ai voyagé un peu partout, et ce que j'ai pu voir dans d'autres pays, c'est que, de toute façon, d'autres gens le faisaient déjà à notre place. Donc ça, c'est une chose que j'ai répondu. C'est-à-dire en disant, écoute, si juste tu vas... je citerai le Japon, je citerai les États-Unis, je citerai l'Amérique latine, il y a des gens qui sont pas d'ici et qui donnent des cours. Donc je préfère encore que ça soit des gens d'ici, sans forcément être contre, c'est pas ça que je dis. Mais je préfère encore me dire que voilà, la solution à ce problème-là vient de chez nous. Finalement, si d'autres le font sans être polynésiens, encore plus légitimement, les Polynésiens peuvent le faire. Complètement. Ouais. Et là encore, je le dis, c'est pas forcément, je dis pas ça contre eux, hein, c'est pas ça. Je dis juste que ce que je leur ai dit, c'est que en fait, aujourd'hui, il y a des gens qui le font déjà. Donc, je pense être légitime de le faire avec des professeurs en plus qui sont certifiés et qui enseignent déjà ailleurs, c'est-à-dire quand je dis ailleurs, dans d'autres organismes que Speak Tahiti. Donc moi, je me trouve hyper légitime et je trouve les professeurs hyper légitimes par rapport à ça. Et autre chose aussi, c'est que pour moi, Speak Tahiti, je l'ai pas créé en me disant un franc gagné, c'est 1 franc, enfin 100 francs gagnés, c'est 100 francs que pour Speak Tahiti. C'est que vraiment, dès le départ, j'ai eu à cœur de créer un truc qui ferait que, ok, autour de moi, parce que je suis pas la première et j'espère pas être la dernière à avoir créé une entreprise culturelle. Et du coup, je me suis vraiment adjointe, c'est pour ça que je voulais citer les partenaires que j'avais et les professeurs aussi que j'ai. Donc, en ce moment, Tanir Aboto, Émile Bonfin et Thierry Outia, c'était d'avoir aussi des locaux, quoi, qui s'étaient aussi lancés. C'est-à-dire que moi, je travaille aussi avec d'autres entrepreneurs. Et de me dire que, voilà, sans fonds gagnés, il y avait une répartition équitable, juste et concertée. Parce qu'avec chacun, il fallait... Ça, c'est toute la partie business de l'entreprise aussi... voilà, des dividendes que tu fais, de ce que tu peux gagner via donc, des particuliers, via des entreprises et très, très récemment avec aussi la méthode qu'on a développée pour parents-enfants. Donc ouais, c'est vrai, il y a aussi, tu sais, le fameux syndrome de l'imposteur aussi, je pense que tous les entrepreneurs, j'imagine, ont eu ça à un moment donné, de se dire, est-ce que tu es légitime, est-ce que c'est vraiment ta place, est-ce que c'est vraiment à toi de faire ça, parce que pareil, tu vois, là c'est bientôt la rentrée, on se dit, l'éducation, ouais, mais l'éducation évidemment à l'école, mais surtout à la maison. Donc c'est pareil, en fait, c'est est-ce qu'on donne tout, est-ce qu'on dit, ouais, cette langue-là elle disparaît parce qu'on n'a pas réussi ou parce que voilà, non, je trouve qu'il y a eu plein de choses qui se sont faites
Nous, c'est vraiment un truc en plus qu'on fait, et je le dis vraiment avec humilité, c'est pas quelque chose, on n'a pas révolutionné, on a juste amené des choses que moi, en tant que jeune femme d'une génération qui a grandi avec le numérique, qu'est-ce qu'on peut apporter avec ces nouveaux outils-là. Mais c'est aussi à chacun d'entre nous d'avoir cette responsabilité-là. On a aujourd'hui des choses aussi gratuites qui se font. Là, je pense à chaque fois à ce que TNTV fait, et notamment l'émission avec John Mayray, où tous les jours, on peut apprendre la langue tahitienne. Donc, c'est aussi à nous saisir de ça. Et puis après, ben voilà, nous, on est une des solutions qui aujourd'hui existent. Et je suis hyper heureuse de voir qu'on n'est pas les seuls, parce qu'on a aussi une concurrence, et c'est très bien. C'est sûr que ça fait un peu peur, mais en même temps tu te dis ça te challenge toi aussi, du coup c'est aussi qu'est-ce que tu peux proposer en plus. Donc voilà, je trouve qu'il n'y a que du positif pour moi dans tous ces projets-là qui aujourd'hui existent et qui permettent d'en apprendre un peu plus sur ce qui en est et où on va. Voilà. Ok, super. Dernière question sur l'entreprise en elle-même et son contexte avant de rentrer sur des questions plus personnelles par rapport à ta vie d'entrepreneur. Dans le monde justement de YouTube, où tout est gratuit, de Duolingo, où il y a une masse financière véritablement pas comparable, ou des Babel et autres applis internationales qui proposent aujourd'hui énormément de variétés de langage. Est-ce que Speak Tahiti a sa place et comment tu envisages ce marché-là face à toutes ces concurrences qui sont pas déloyales, mais qui sont en tout cas difficiles peut-être à appréhender? Ah oui, c'est sûr que c'est David contre Goliath, là, clairement. Puis c'est des grosses équipes, et puis là, on est sur de quelque chose de très tech, quoi, hein, avec voilà, des personnes qui ont des compétences hyper spécifiques. Moi, clairement, je ne suis pas encore aujourd'hui à 100% sur du tout e-learning. C'est pour ça qu'il y a toujours une part présentielle avec, même tu vois, nos trucs en 2.0, nos formations 2.0, c'est des formations avec un professeur à qui tu peux, avec un humain, on va dire, avec qui tu peux encore converser, avoir des questions, parce que ce qui est génial dans une langue, c'est que tu touches à un moment donné à la culture du pays. Donc, tu as des questions hyper spécifiques, hyper pointues, auxquelles, voilà, il faut quand même un humain en face qui puisse te répondre. Après, ouais, ça fait partie des prospections pour Speak Tahiti, c'est-à-dire demain, comment avoir aussi un modèle qui te permet d'avoir du e-learning, ou en tout cas quelque chose, soit de la vidéo, soit du son, en apprentissage. Tu vois, par exemple, ne serait-ce que des podcasts. Moi, encore très récemment, j'ai un copain qui me disait « Ah, mais moi... j'ai vraiment pas le temps de venir à tes cours, mais j'aimerais bien dans la voiture, quand je suis en plein embouteillage, avoir un podcast pour apprendre le réo. » Bah ça, évidemment que c'est une piste. Maintenant, il faut façonner le truc. En plus, tu vois, bon, moi j'imagine qu'on est tous pareils, mais j'aime pas faire... je vais pas utiliser de gros mots, mais j'aime pas faire du caca, quoi. C'est-à-dire que si je veux faire un truc, il faut que ça soit top, quoi. Dès le début. Enfin, je veux pas un truc qui soit un peu bancal. Évidemment, tout est perfectible, mais j'imagine qu'à chaque fois qu'on essaie de sortir un truc, que ce soit des jeux ou que ce soit de la vidéo ou du son, un truc quand même bien chiadé, de qualité. Donc ouais, ça c'est une des perspectives qu'on a, mais bon, il se trouve que pour le moment on n'est vraiment que deux sur Speak Tahiti. Après voilà, là on est en train de recruter une autre personne. On aimerait agrandir, et c'est ça que je trouvais extraordinaire dans une entreprise, c'est que à partir du moment où tu captes le fait de travailler en collaboration, et du coup que tu t'adjoins d'autres compétences et donc un peu plus de temps pour pouvoir faire de la prospection, etc. Donc c'est tout un équilibre qu'il faut essayer de façonner. Mais ouais, il y a cette idée-là. Il y a aussi une idée, parce que nous on a un site internet, mais où on a déjà plus ou moins une plateforme où on propose voilà, des vidéos, des contenus, des kits et tout. Mais pourquoi pas, oui, essayer de voir un peu plus comment est-ce que le digital peut rentrer dans cette méthodologie, faire un peu plus. Là, aujourd'hui, on va dire que c'est 30 à 40% sur les 100%, parce qu'il y a de l'immersion, il y a du présentiel. Essayer peut-être de pousser à 50, 60%, mais toujours essayer d'avoir ce côté-là. Tu vois, par exemple, moi, j'imagine un truc où tu as 60% à 70% de e-learning, mais à un moment donné, tu as un 2.0 avec un professeur ou avec quelqu'un qui est locuteur. Ouais. Tu vois, donc
il y aura toujours une part humaine en fait à Speak Tahiti, Propos Tahiti. Ouais. Okay. Super, merci. On va faire une petite pause pour entendre un message de nos partenaires et on se retrouve tout de suite après pour aller plus dans le détail de la vie d'entrepreneur de Heiura. À tout de suite. Et aroe. Yorana, alors c'est Heiura, Itaiteta de Speak Tahiti, Propos Tahiti. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cette entreprise, rendez-vous sur www.speak-tahiti.com. Et nous sommes de retour toujours dans les locaux de Speak Tahiti, Propos Tahiti avec Heiura. Ça va toujours? Toujours très bien. Ok, alors on va rentrer un peu plus dans le détail maintenant de ta vie d'entrepreneur. Speak Tahiti, c'est ta première entreprise que tu as lancée toute seule ou... En fait, non, j'avais déjà eu une expérience, on va dire, de patenté d'entrepreneur, où je faisais plus de la production audiovisuelle. Donc j'étais vraiment ce qu'on appelle fixeur, c'est-à-dire c'est des gens qui préparent des tournages, qui vont chercher ce qu'on appelle des personnages, donc les gens qui vont être interrogés dans le cadre d'un reportage, d'un documentaire ou même d'un film de fiction. Et puis aussi auteur. Encore aujourd'hui, j'écris pour des documentaires notamment. Donc Speak Tahiti, c'est vraiment ma vraie, entre guillemets, vraie, parce qu'en fait, c'est moi qui mène le truc où il y a une vraie gestion, alors qu'avant, j'étais plus là en mode, où j'étais sollicitée à droite à gauche pour pouvoir mener à bien un projet, quoi. Donc on va dire que c'est pas ma première, mais c'est ma réelle. Ouais, c'est pas la même expérience que celle que tu as eue avant. Absolument pas. Et l'entreprise existe aujourd'hui depuis 2 ans à peu près? Un peu plus d'1 an là, parce que vraiment 2019, donc plus d'1 an. Ok. Alors, dans cette année et quelques d'expérience nouvelle entreprise, quelle a été la meilleure leçon que tu as apprise et quelle a été la pire leçon? Ouh là là, la meilleure leçon. Je reviendrai toujours, c'est hyper important. La meilleure leçon, c'est collaborer au mieux pour atteindre ses objectifs et faire naître ce qui n'est plus un projet, quoi. Speak Tahiti, avant, encore très récemment, je disais projet, mais non, c'est pas un projet, c'est potentiellement un projet de vie, mais en tout cas, c'est quelque chose de concret. Donc voilà, une leçon hyper importante pour moi, c'est la collaboration. Et aussi, et ça je le dis tout le temps, c'est ne pas avoir peur de partager ses idées. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc hyper important. Dès qu'il y a quelqu'un qui me demande comment est-ce que tu as fait et tout, ou même, tu vois, là, je te parle des projets qu'on n'a pas encore fait, qui sont des idées, et souvent on a peur de partager ses idées, mais moi, à chaque fois, je me dis, on est 7 milliards sur la Terre, avec autant d'idées qui peuvent nous passer par l'esprit. Donc en fait, les idées, elles sont vraiment faites pour être partagées, elles sont faites pour être justement testées, parce que du coup, quand tu partages avec quelqu'un qui va te dire, non, en fait, moi j'aurais plus vu ça comme ça, et du coup, ça, voilà, plus tu partages tes idées, plus elles sont concrètes, parce qu'à partir du moment où elles dépassent la barrière, et c'est fort pour Speak Tahiti, de la bouche et donc de la langue, et elles se concrétisent, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment une grande leçon. Et du coup, le fait d'avoir partagé ces idées-là m'a permis de collaborer. Parce qu'il a fallu à un moment donné que j'aille chercher des profs, que j'aille chercher des partenaires. Et forcément, du coup, tu leur parles de ton projet, tu leur parles de tes idées, et ils disent oui ou non. La majorité en dit oui, mais quand même, mais au moins, partager ces idées te permet de collaborer. Et ça, c'est vraiment la très grande leçon. S'il fallait que je partage quelque chose, c'est avec tes auditeurs, c'est vraiment partager vos idées. Comme ça, vous allez pouvoir concrétiser justement ces idées. C'est vrai qu'on entend souvent les gens dire non, j'ose pas en parler, j'ai peur qu'on me pique les choses. Mais est-ce que finalement, ce qui est important, c'est peut-être pas d'avoir des idées, mais de les mettre en œuvre? Oui, et de toute façon, et ça c'est prouvé, c'est pas les idées, c'est l'entrepreneur qui fait l'idée. C'est pas l'idée qui fait l'idée. Donc peu importe, même si... moi, je sais que j'ai toujours été étonnée. Donc ce projet-là, dans ma tête, il a germé il y a déjà 2-3 ans. Et déjà, il y a 2-3 ans, j'en parlais, tu vois, et à chaque fois, on me disait, mais tu veux pas garder ça pour toi? Mais
évidemment je ne suis pas la première à avoir pensé à un truc comme Swixity. J'imagine que je ne suis pas la première à m'être dit et si on faisait un peu de e-learning, et si on faisait un peu de 2.0, et si on faisait des vidéos, évidemment que non. Après, c'est la réalisation. C'est-à-dire, il faut. C'est pour ça que moi j'ai confiance et que j'ai pas peur. C'est parce que je crois en mon idée, je sais la force que j'ai de travail et de réalisation, donc j'y vais. Donc en fait, c'est se faire confiance. Même si on te pique l'idée, ouais, mais de toute façon, moi en tant qu'entrepreneur, moi j'ai pas peur parce que je le fais quoi. Donc ouais, ça c'est la grande leçon, c'est partager ses idées et collaborer. Après, c'était... la pire leçon. La pire leçon. Ça a été ta pire leçon dans cette expérience. Là, comme ça, c'est compliqué à répondre parce que j'ai tellement eu l'impression que tout était solution et pas problème. C'est-à-dire que... si, peut-être, alors, leçon, je dirais... ce qu'il faut faire quand même hyper gaffe à un moment donné quand tu entreprends, c'est quand même la gestion. Ouais. C'est-à-dire... pratique de l'entreprise, ouais. pas du quotidien. Pour moi, évidemment qu'il y a le quotidien, il y a le côté pratique, il y a la planification, il y a les immersions. Mais si par derrière, tu ne gères pas bien ou tu ne gères pas tout court, à un moment donné, ça se casse la figure, quoi. Parce qu'en plus, a fortiori, comme Swixity, tu ne travailles pas tout seul parce que tu as décidé à un moment donné de collaborer avec d'autres personnes. Enfin, il faut être aussi recta, c'est-à-dire les bons comptes font les bons amis. Donc les bons comptes font les bons partenariats. Ouais. C'est-à-dire que moi, mes partenaires, quand on a fixé un tarif et qu'à la fin tu payes, il faut aussi, c'est ça aussi la collaboration, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'énergie que les autres te donnent pour faire l'immersion, pour faire le cours, qu'à un moment donné, ça peut-être aussi c'est une grande leçon à avoir, c'est la bonne gestion. C'est-à-dire... il faut bien gérer, il faut se dire effectivement cet argent-là, c'est pas ton argent, c'est l'argent de l'entreprise. Pas la différence. À un moment donné, oui, donc tu te rémunères, tu essaies en tout cas de te rétribuer ou tu rétribues les gens avec qui tu bosses. Donc ça, c'est vraiment important, c'est la gestion, quoi. Moi, si j'avais un conseil, c'est ayez de bons gestionnaires avec vous, ou sinon, il y a des choses qui existent comme le Cagest. Qui te permet notamment de bien tenir ta comptabilité, ça c'est super important, et de se dire, même si effectivement tu travailles très fort et que tu dis waouh, tu as ça sur le compte de l'entreprise, ouais, mais c'est pas à toi en fait, il y a un moment donné, il faut payer les fournisseurs, payer le salarié, il faut payer, enfin voilà, et qu'après, il n'y a que après que tu te dis, bon allez, tu peux commencer à un peu te rétribuer, mais moi je suis tellement en mode de, ok, il y a ces mois-là qui vont arriver, en plus il y a eu cette crise du Covid. Donc il faut peut-être mettre un peu de tout. Donc voilà, la gestion. Ouais. Alors quand tu dis bonne gestion, est-ce que ça nécessite, parce que c'est souvent ce qu'on peut entendre aussi chez certains entrepreneurs, ça nécessite d'avoir les compétences en matière de gestion, ou est-ce que, et c'est ce que j'entends un peu quand tu parles de tes partenaires, c'est surtout avoir des bonnes valeurs qui encadrent la façon dont tu travailles, ou est-ce que c'est un peu des deux? Ouais, je dirais c'est un peu des deux, quoi. Mais c'est vrai que tu vois, je trouve que c'est quand tu dois notamment travailler en bonne intelligence avec les autres, c'est aussi c'est vraiment respecter, quoi. C'est-à-dire que quand je dis respecter, c'est quand un bon payeur, ça respecte aussi la personne avec qui tu collabores. C'est carrément important, quoi. C'est même ce qui fait l'essence même pour moi d'un entrepreneur, c'est respecter l'autre, c'est respecter des délais. Oui, des fois il y a eu des moments, et notamment avec la Covid, des passages à vider encore, non, pas tant que ça. Donc tu vois, c'est vraiment essayer de se dire, ok, par respect pour l'autre, si tu fais appel à l'autre, tu le payes. Ouais. Enfin voilà, quoi. Et après, oui, la gestion, oui, il faut avoir des compétences. Je le redis, j'ai carrément la chance d'être avec quelqu'un qui sait mieux gérer que moi, c'est-à-dire Magnolia, voilà. Mais et puis c'est fou parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, tu vois, hyper carrés. Moi, je dis pas que je suis pas carré, mais quand même, tu vois, quand t'as quand même de toute façon, la compta, faut être carré. Il n'y a pas un front qui va à gauche et 100 francs qui va à droite. C'est genre, faut tenir des comptes, il faut essayer de se dire, ok, la provision, la trésorerie, machin. Donc, c'est tout ça qui... Ouais, c'est un équilibre. Et en même temps, il y a le cœur, il y a l'esprit, tu vois, c'est vraiment les deux. C'est pas juste à fond business, ouais, ok, les chiffres, machin, il y a aussi, il faut du cœur, quoi. Quand tu es entrepreneur, pour moi,
si tu donnes pas un minimum ton cœur, si t'es pas un minimum avec un échange, par exemple, typiquement hier j'ai fait un repas partagé avec mes partenaires. Et évidemment qu'à un moment donné, on va se poser autour d'une bonne table, d'une bonne paella, et on va rigoler, on va jouer, on va échanger. Pour moi, mes partenaires, ça va au-delà du strict contrat moral ou professionnel que tu as, quoi. Il y a aussi cet aspect, et encore plus à Tahiti, où voilà, c'est tellement petit que tu peux pas non plus être en mood tiens, je bosse avec lui, mais bon, voilà, c'est juste, non, tu bosses avec lui, tu sais comment s'appelle sa femme, tu sais comment s'appellent ses enfants, tu sais quel est son parcours, c'est pas juste, bon, ben lui, il me fait une immersion de tant d'heures sur l'eau, quoi. Non, pour moi, c'est comme ça que je vois l'entrepreneuriat, en tout cas. Est-ce que tu as dû faire des sacrifices pour lancer cette entreprise? Ah ouais, carrément. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bah, sacrifice tout de suite personnel, tu vois. Moi, je pense souvent à ma fille, je me dis souvent... parce que je lui explique les choses, par contre. Elle a 4 ans aujourd'hui. Et elle voit sa maman, et pendant le confinement notamment, qui bossait tout le temps. Et c'est quand même un sacrifice personnel. C'est-à-dire, à un moment donné, de se dire que... ouais, tu n'iras pas la chercher à l'école, ou ce matin-là, tu ne peux pas l'amener, ou tu ne peux pas participer à cette activité-là, ou pendant le confinement, tu n'as pas pu passer plus de temps que tu aurais peut-être pu passer. Donc, évidemment, c'est à ce sacrifice-là personnel que tu fais, du temps que tu passes pas avec les êtres aimés. Et en même temps, je pense que le truc un peu essentiel, c'est toujours la communication. C'est-à-dire que, elle sait pourquoi en fait. C'est-à-dire, même si elle comprend peut-être pas tout et encore. Mais voilà, je lui explique pourquoi est-ce que aujourd'hui je peux pas être avec elle. Ou, je lui explique pas tous les jours, mais à un moment donné, elle me pose des questions. Elle me dit pourquoi t'es pas là, ou pourquoi tu fais pas ça, ou viens jouer avec moi. Et je suis obligée de lui expliquer, non, je peux pas parce que vraiment j'ai des objectifs, j'ai des impératifs, il faut que je fasse ça. Donc il y a eu ces... pour moi, ça a été un sacrifice, mais à partir du moment où ça a été expliqué, j'imagine, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas plus tard de tous ces moments-là, mais moi, je suis quelqu'un qui donne du temps de manière qualitative. C'est-à-dire que je passe du temps avec elle, quand je suis avec elle, je suis avec elle, et ça, c'est important quand tu es maman et quand tu es papa, d'ailleurs, parce que pour moi... son père a autant sa place que moi en tant que maman, parce qu'on a souvent ce truc-là de se dire, et ça c'est quelque chose qu'on a pu me faire sentir, ou qu'on a pu me dire, c'est pas comment tu fais, mais t'es maman quoi. Non, moi je suis maman, je suis femme, je suis entrepreneur, je suis tout ça en même temps. Il n'y a pas de hiérarchisation de t'es plus l'une que l'autre, et on s'accomplit plus dans ce truc-là que dans ce truc-là, non. Donc ça c'est un gros sacrifice, mais je trouve que ça en vaut la peine, parce que en réalisation de soi, ça a vraiment permis d'être mieux, parce que voilà, c'est comment dire, c'est logique quoi. Une maman qui est bien, c'est une entrepreneur qui est bien, c'est une amante qui est bien, c'est tout ça qui est bien quoi. C'est pas juste t'es à fond dans ce truc là et puis du coup t'es moins bien dans un truc, non. C'est essayer aussi d'équilibrer et d'être un maximum bien dans ses baskets, aligné, centré et droite quoi. Donc ça c'est le sacrifice. Okay. Alors, je ne pose pas toujours cette question à toutes mes invitées femmes, parce que je pense que ce n'est pas nécessairement une question obligatoire à poser, mais puisque tu le mentionnes, est-ce que pour toi, être une femme entrepreneur, ça change les choses par rapport à un homme entrepreneur, ou finalement, il y a autant de hauts et de bas que pour les hommes? Ça dépend vraiment dans quel environnement aussi tu grandis. Moi, je suis entourée de femmes entrepreneurs, de femmes qui dirigent, de femmes qui ont des postes à responsabilité. Et non, moi je dirais qu'effectivement il y a une sensibilité qui n'est pas la même. Voilà, mais pour moi, je collabore aussi bien avec une femme qu'avec un homme. C'est-à-dire que je ne me pose pas la question de comme c'est une femme, il faut faire comme ci, comme c'est un homme, il faut faire comme ça. Pour moi, tout le monde
et pareil, quoi. Hein, avec des sensibilités voilà, qui sont différentes. Mais non, je dirais... Non, parce que justement, le fait de dire, ouais, parce que tu es une femme, donc tu apportes un plus par rapport à... Bah, déjà là, tu rentres dans ce débat-là, féminin, masculin, homme-femme, voilà, qui prend le dessus par rapport à l'autre. C'est pas aussi binaire qu'on voudrait le prendre. Non, et puis, faut pas... Enfin, pour moi, j'aime pas cet esprit manichéen, tout est blanc ou tout est noir, quoi. Non, c'est gris, en fait. C'est plein de couleurs. C'est même pas gris, c'est plein de couleurs. C'est des énergies. C'est pas juste parce que je te vois en tant que femme, je vais bosser comme ça avec toi, ou parce que je suis une femme, il faut être comme ça avec moi. Non, je pense que au contraire, si respecter l'autre que dire que en fait, tu as juste un humain en face de toi avec qui tu collabores, en fait. C'est pas une femme ou un homme. C'est d'abord l'humain et avant tout, parce que après, c'est trop compliqué. S'il fallait faire en fonction de la lune et du cycle et du machin, non. Non, il faut rester aussi un peu pragmatique, quoi. Voilà. Ok. Alors, avant de refaire une pause avec nos annonceurs, une dernière question. Admettons que j'ai un bâton de magicien avec moi, je sais que tu aimes bien Harry Potter, donc ça tombe bien. Ouais, carrément. Et que je te dise, ce bâton de magicien te permet de changer une chose que tu aurais aimé changer dans ton parcours d'entrepreneur. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose que tu aurais aimé changer et si tu pouvais changer, ce serait quoi? Ce que j'aurais aimé changer et faire différemment. Peut-être tu vois, par exemple, j'ai fait le seul et dernier concours que j'ai fait où j'ai rien gagné, si ce n'est que on m'a dit félicitations, ton projet il est top. C'est peut-être ma vision par rapport à ça, c'est-à-dire que je l'avais pris un peu comme un échec en me disant j'ai pas su être assez bonne, ou j'ai pas su assez bien vendre Speak Tahiti, Propre Tahiti. Et j'ai lu un bouquin que j'ai offert d'ailleurs à une copine récemment, qui n'est pas du tout entrepreneuse, mais que je trouve qui est super sympa. C'est un bouquin, peut-être que tu le connais, de Franck Nicolas, qui s'appelle La confiance illimitée. Et en fait, si j'avais pu avoir ce bouquin-là avant, ça m'aurait vachement aidé. Parce que la confiance illimitée, c'est quoi? C'est d'abord soi. C'est... ok, t'as pas su séduire ou convaincre un jury, mais en fait, c'est pas grave, en fait. Si j'avais eu ce bâton-là, je me serais, voilà, j'aurais transformé peut-être ma mentalité, en fait. C'est-à-dire, ça faisait déjà 6-7 mois que j'avais lancé plus ou moins Speak Tahiti, ça allait se faire, se réaliser. Et en fait, je me dis que maintenant, avec du recul, maintenant, avec tous les petits succès qu'on a pu avoir, en fait, c'est pas l'autre, en fait, qui façonne, comme c'est pas l'autre par rapport aux idées toujours, quoi. C'est pas l'autre, en fait, c'est toi avant tout. Donc, franchement, ayez confiance, quoi. Avoir confiance toujours. Si au fond de toi, tu sais que ton truc, il fonctionne, qu'il répond à un besoin, qu'en plus, tu as eu déjà des appels ou des trucs un peu concrets, go, quoi. Faut essayer de pas trop douter. Voilà. Donc si j'avais eu cette baguette-là, je me laisserais mise en disant un peu moins de doute et plus de confiance en toi et tout va bien se passer. Croire en ton projet pour que les autres y croient aussi, quoi. Ouais, et puis quand bien même les autres n'y ont pas cru, parce que du coup, j'ai rien eu, c'est pas grave en fait. Parce qu'en fait, en plus, pour le coup, c'est peut-être pas aussi... en face de moi, j'avais peut-être pas aussi les gens qui se mobilisaient peut-être assez par rapport à ce projet-là. Donc, c'était pas ma cible non plus, peut-être, tu vois. Donc, c'est pas grave. Et non, avec du recul, je suis très contente du coup de ne pas avoir abandonné parce que j'étais un peu en mode doute. Puis finalement, non, ça a été. Ouais. Ok, super. On refait une deuxième pause pour un message de nos annonceurs. On se retrouve tout de suite avec Heyura. Yorana, c'est encore Hey Urai Tatita de Speak Tahiti, Propre Tahiti. Si vous avez envie d'apprendre la langue tahitienne avec nous, sachez que vous pouvez avoir une formule 2.0 ou alors une formule présentielle avec des immersions. On ouvre des sessions quasiment tous les mois, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, page Facebook, Instagram et sur le site internet www.speak-tahiti.com.
de retour avec Heura dans les magnifiques locaux de Speak Tahiti, Propro Tahiti. Donc Heura, on va regarder un petit peu devant maintenant. Comment tu vois l'avenir pour ton entreprise, pour toi et pour le monde? Alors malgré tout ce qui peut se passer, et effectivement la Covid notamment, et on a tout ça à l'esprit quand tu es entrepreneur, je vois de manière plutôt sereine, dans le sens où on va toujours essayer de trouver une solution pour faire perdurer l'essence même, c'est-à-dire diffuser et promouvoir la langue. Donc concrètement, c'est revenir peut-être à des choses qu'on a pu mettre de côté. Même si effectivement, tu vois, par exemple, nous, on avait pour projet d'avoir des groupes extérieurs qui viennent notamment pour la danse, de les avoir en immersion notamment, c'est quand même essayer de se dire, bon, ok, là, aujourd'hui, c'est pas très serein vu les cas de Covid qu'on a actuellement et qui vont malheureusement et très certainement accroître. C'est de se dire, non, on va quand même avoir son idée, voilà, essayer de se dire, bon, si on faisait fi de ça, quels sont les objectifs qu'on s'était fixés à novembre, décembre 2020, janvier, février, etc. 2021. Donc, toujours essayer de penser positif. Et après, pour le monde, tu vois, là, récemment, on a proposé à ATN des vidéos pour apprendre la langue tahitienne en plein vol. Donc ça y est, on a fini nos vidéos et dans notre partenariat, on a notamment des échanges de billets parce qu'en fait, déjà il y a un an, je m'étais dit, ok, si demain je devais voyager, évidemment je voyagerai avec la compagnie locale, mais quels sont les pays qui pourraient m'intéresser et oui, il y a des envies de prospection, il y a des envies d'étendre ou de prototyper la même chose dans d'autres pays avec d'autres langues autochtones. Bon, ça, voilà, c'est des projets. C'est aussi peut-être enfin réaliser des séjours linguistiques en Réo. Moi, il y a plein d'idées, il y a plein de perspectives. Maintenant, c'est dans la réalisation concrète. Qui sont les gens aussi. Parce que là, voilà, actuellement, on a une communauté qui est comme ça, des partenaires qui est comme ça. Comment étendre cette communauté, comment étendre les partenariats donc moi non, je dirais positif, franchement. Ouais. Moi je vois des opportunités. Ouais, quand même. Hein. Après voilà, est-ce que c'est gagnant, est-ce que c'est pas gagnant, on verra bien. De toute façon, il faut tester. Tant qu'on ne testera pas, on ne saura pas. Donc non, moi je dirais positif, ouais. Ok, ça marche. Alors, si tu avais une recommandation à donner aux gens qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs ou qui veulent devenir entrepreneurs par rapport à ton vécu, à ton expérience, qu'est-ce que tu leur recommandes? Je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment très important pour ceux qui se lancent ou même ceux qui se sont déjà lancés, c'est ne jamais oublier de partager ses idées, ne jamais oublier d'en discuter, même à des proches, parce que souvent on se dit c'est inatteignable parce qu'on ne grandit pas dans un cercle d'entrepreneurs. Mais en fait, ton chéri, ta chérie, ton enfant, ta tante, ta mère, en fait, sont des gens. Par exemple, aujourd'hui encore, il faut que j'explique à mon père c'est quoi Speak Tahiti, Propro Tahiti. Mais c'est bien parce qu'en fait, je me rends compte que je lui explique ce que c'est aujourd'hui, mais c'était pas la même chose il y a 6 mois et c'était pas la même chose il y a 1 an. Donc en fait, quand il me pose la question, c'est pas qu'il a pas compris, c'est où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Donc ça, c'est hyper important de partager, de continuer à. Parce que être entrepreneur, c'est. Tu l'es de lundi à lundi. Tu l'es pas de lundi à vendredi, de 7h30 à 16h. Non, tu l'es tout le temps. Donc, ça veut dire aussi que ça fait partie de toi, ça fait partie de ta vie. Donc, il faut échanger le maximum. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est... parce qu'il y a plein de choses qui se font aujourd'hui. C'est vraiment... bon, là, je pense à Pris, mais je pense aussi à toi, à ce que tu fais. Mais essayer à chaque fois, quand on a l'opportunité de parler d'entrepreneuriat ou d'écouter des conférences ou des échanges ou des workshops, peu importe le nom qu'on leur donne, c'est d'y aller. Que ça soit gratuit ou que ça soit payant. Parce que je pense qu'il faut investir à la fois dans la formation et investir dans, dans ce qu'on peut nous proposer aujourd'hui pour en savoir un peu plus sur ce que l'autre a fait ou pour avoir un peu des clés, parce qu'il faut se former tout le temps, toujours. Et encore plus quand
quand tu as un organisme de formation comme Speak Tahiti. Donc je prends vraiment un truc qui fait partie de ma cathédrale, on va dire, mais c'est vraiment hyper important de se former, de lire. Même pour ceux qui ont Netflix, il y a des tas de documentaires sur l'entrepreneuriat ou sur des choses qu'il faut faire ou pas faire. Tu parlais tout à l'heure de YouTube, il y a plein de TED, notamment de talks qui existent. Donc en fait, c'est toujours essayer de se former et de potentialiser sur soi. Parce que se former, c'est donner du potentiel à soi-même et s'ouvrir un peu aux autres. Et ça, c'est super important. Donc voilà, partager ses idées et se former. Ok, super, excellent. Alors j'ai une autre question un peu plus compliquée, celle-là, et que j'aime bien poser parce que je pense que c'est là où on va vraiment sortir le cœur de l'expérience entrepreneuriale. Quiz musical, non. Pardon. Un quiz musical. Non, ça serait une bonne idée, ça dit. Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a pu t'arriver dans ton expérience d'entrepreneur que tu n'as peut-être jamais osé dire en public et que tu pourrais partager avec nous aujourd'hui? En public et que je pourrais partager avec vous. Quelque chose que les gens ne savent pas à propos de ton parcours d'entrepreneur et que tu serais prête à partager avec nous aujourd'hui. J'en ai peut-être plus ou moins déjà parlé, mais jamais publiquement. C'est quand au début, tu sais, on parlait du syndrome de l'imposteur, mais moi, je suis pas du tout. Comment dire, je suis pas professeur. Je fais pas partie. J'ai pas fait ou pas encore. J'ai pas fait d'études vraiment poussées sur la langue. Donc en fait, au tout début, pour valider ça, je suis allée à l'université. Je suis allée rencontrer une dame qui s'appelle Sylvia Vahiricho, qui aujourd'hui est à la retraite, mais que je continue à voir, qui voilà est considérée en tout cas comme une sommité quoi, de la langue, parce que elle est docteur, parce que c'est celle qui gérait notamment aussi la licence en Réo et le master, il me semble aussi. Et il fallait à un moment donné être adoubé, être validé, voilà. Dans ce cheminement-là, parce que moi je venais un peu de nulle part, quoi. Tu vois, genre, qui c'est qui elle, enfin, qu'est-ce qu'elle a fait vraiment, enfin, c'est quoi, tu vois, sur mon CV, il n'y a rien qui, mis à part peut-être des trucs associatifs que j'ai pu faire, mais voilà, il y a rien. Et donc, en fait, je suis allée la voir, je lui ai parlé de mon projet, à cette époque-là, j'étais allée la voir avec Maëva, et on est allé la voir pour lui dire, voilà, ce qu'on pensait de ce qu'il y avait autour de la langue, et qu'est-ce qu'elle pensait de ce qu'on allait faire et est-ce qu'elle validait ou pas. Et en fait, ça a été la première à avoir soutenu le projet. Et j'étais hyper heureuse parce que pour moi, à partir du moment où c'était validé par des gens comme elle, il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter en fait. Je ne parlais même pas de concrètement, même financièrement. Pour moi, c'était moins que avoir la validation d'une personne comme elle. Et ça, c'est à partir du moment où elle a dit évidemment il faut le faire, oui c'est une bonne idée, et elle m'a accompagnée un petit peu, c'est-à-dire que voilà, elle m'avait donné des contacts de potentiels professeurs, elle m'avait dit comment est-ce qu'elle avait vu les choses ailleurs ou des choses comme ça. Et ouais, ça c'est hyper important, ça a été un truc vraiment très important dans la démarche de Speak Tahiti, c'est d'être allée la voir et j'avais peur. Parce que j'étais là, si elle me dit que c'est nul, ou si elle me dit mais pour qui tu te prends, tu vois, et en fait pas du tout. Ça a été très positif, et encore aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir encore échanger avec elle sur ce qu'on fait, et même peut-être, et ça ce sera une surprise pour plus tard, collaborer, parce qu'il y a d'autres choses qu'on va sortir à Speak Tahiti. C'est ça qui est top quand tu es entrepreneur, c'est à l'infini en fait. Il y a toujours des choses que tu peux améliorer ou que tu peux proposer, et il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers, essayer de faire les choses avec humilité et avancer et beaucoup travailler. Donc voilà. Ok, super. Voilà, c'est exactement pour ça que j'aime bien te poser cette question, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent voilà, je ne suis pas légitime dans ce que je veux faire, mais j'ai envie de le faire. Et du coup, on se retient, on se réfrène, on se dit non, je n'ai pas les diplômes, je n'ai pas les différences. Ouais. C'est pas ça l'entrepreneuriat, c'est prendre le risque d'y aller. Et puis peut-être au fil de l'eau, au fil du chemin, de se légitimer grâce aux partenaires. Totalement. Okay, super. Ouais. Une dernière pensée que tu voudrais partager avec nous avant qu'on clôture ce bel épisode avec toi aujourd'hui? Non, franchement, force et courage. Il y a une expression que je cite tout le temps, c'est
Aioi-Tomoa, qui littéralement veut dire regarde ta montagne. En fait, c'est l'idée qu'il ne faut jamais renier son passé et les racines. C'est-à-dire qu'une montagne, elle est là où elle ne bougera jamais parce que forcément, géologiquement, c'est pas possible. Donc en fait, c'est l'image, c'est vraiment la montagne, c'est l'ancrage. Donc, et la force et le courage, c'est d'aller jusqu'au bout de ton idée et de ne pas avoir de regrets, quoi. Parce que il n'y a rien de plus dur, je trouve, que de vivre avec des regrets. Donc voilà. Ok, super. Maruru, Sur cette belle pensée. Ouais, merci beaucoup, merci Leila, à toi, Maruru, de nous avoir accueillis dans ces beaux locaux de Speak Tahiti et bon courage pour la suite de ton aventure entrepreneuriale. C'est la fin de cet épisode 6 des Curious Buzz. J'espère que vous avez encore une fois apprécié ce parcours d'entrepreneur et de toutes ces confidences et secrets partagés pour vous aider à réfléchir sur votre propre parcours et sur vos propres envies. Et on se retrouvera très bientôt pour un nouvel épisode avec un ou une nouvelle entrepreneur et continuer à découvrir ces fantastiques idées et projets de notre Fénois. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.